Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons voir le financement de sa recherche. Quelle est la réalité de ce financement et quelques conseils pour les jeunes chercheurs. La vidéo est donc divisée en deux parties. Une première partie dans laquelle je vais te parler justement des financements de la recherche, comment ça fonctionne et la réalité, 10 points qui définissent à quoi ressemble le financement dans la recherche académique aujourd'hui. Et ensuite, nous allons voir plusieurs conseils pour essayer justement d'optimiser tout cela si tu as envie justement de faire de la recherche. Donc, dans le monde de la recherche académique, obtenir des financements est un parcours semé d'embûches. C'est très compétitif, c'est très exigeant. Il y a beaucoup de défis à surmonter et en même temps, c'est une nécessité. C'est essentiel d'obtenir des financements car sinon tu n'auras jamais de salaire, donc tu ne peux pas continuer à poursuivre ta recherche. 2, tu n'auras pas d'argent pour pouvoir exécuter ta recherche. Donc c'est nécessaire dans les deux cas, parce que sinon tu ne pourras pas survivre, et 2, sinon tu ne pourras pas faire de recherche. Et du coup, obtenir un financement, ça peut être très difficile. En effet, dans un premier temps, il faut que tu comprennes qu'il y a une compétition exacerbée. La compétition est très très grande pour les financements. Tous les chercheurs veulent obtenir les financements qui sont proposés, mais pourtant ils sont limités, bien sûr. La majorité des programmes ont un taux de succès très faible. Il y a certains programmes avec des taux de succès de moins de 10%, parfois 20%, 30% si tu as de la chance. Mais souvent ça va tourner autour de 10-15% pour certains programmes. Pour les programmes juste pour les doctorants, je ne suis pas sûr exactement des pourcentages, mais en général c'est... Par exemple, pour mon doctorat, ils avaient 2 places disponibles pour environ 40-50 personnes qui ont postulé. Donc c'est aussi très très peu. Et pour les concours des écoles doctorales, j'imagine que ça doit être un peu similaire en France. Dans mon cas, c'était aux Pays-Bas. Cette grande compétition signifie 2 choses. D'un côté, même des projets excellents qui pourraient vraiment influencer leur domaine sont régulièrement refusés. Et d'un autre côté, il y a aussi une part de chance avec la personne qui va lire ton projet de recherche, avec la personne qui va dire si oui ou non elle le trouve intéressant. Et cette grande compétition entraîne un second point, qui est que les exigences sont élevées et chronophages. Tu dois démontrer que ton projet est original, qu'il peut avoir un impact. Tu dois justifier chaque méthodologie. Tu dois anticiper chaque risque du projet, les mentionner, expliquer pourquoi tu as déjà pensé à tous ces risques et comment tu vas surmonter et justement répondre à ces risques s'ils se présentent. Tu vas devoir établir un budget détaillé et crédible. Encore une fois, ça va dépendre du type de financement. Mais en règle générale, tu vas devoir démontrer que le projet a un impact pour le monde, qu'il est utile et que le projet, justement, est faisable dans le temps imparti. Car si le projet n'est pas faisable dans le temps imparti, ça ne sert à rien parce que tu ne pourras pas le réaliser. Et ça, c'est le but justement du financement, c'est de regarder si le projet correspond majoritairement à ces 2 points. Donc tout doit être clair, concis, convaincant. Tu connais la loi de Pareto, elle te dit que 20% du temps que tu as passé va t'obtenir 80% des résultats. Et bien là, tu vas devoir aller chercher les 20% supplémentaires avec les 80% de ton temps. Tu vas devoir investir un temps énorme pour justement faire le petit détail, faire la petite touche supplémentaire que les autres ne sont pas prêts à mettre. Tu vas devoir passer beaucoup d'heures à justement rendre ton proposal, ton projet de recherche excellent, en pensant chaque point, en redisant chaque phrase. Chaque phrase doit être bien pesée. Chaque phrase doit amener à la suivante. Chaque phrase doit militer pour la phrase d'avant et pour la phrase suivante. Tout doit être vraiment très très bon et très bien organisé. Et bien sûr, cette compétition, ce nombre limité de financement peut entraîner une incertitude permanente. Car tu peux avoir le plus beau des projets, tu n'es pas sûr qu'il sera accepté. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être partiellement subjectifs. Ça va dépendre qui sera ton évaluateur. Un même projet peut être accepté par un organisme, rejeté par un autre. Du coup, il y a un côté imprévisible et stressant dans cette demande de financement. En plus, il va falloir attendre longtemps. Des fois, tu vas devoir attendre plusieurs mois pour avoir des réponses à ton financement. Bien sûr, les délais administratifs sont longs entre la soumission, l'évaluation, l'obtention des fonds. Et en même temps, c'est rigide. Si tu manques la limite,
tu l'as loupé. Si tu loupes la deadline, c'est tout. Tu peux pas en faire grand-chose. Et du coup, tout cela peut avoir un impact direct sur la carrière des jeunes chercheurs. Ça peut avoir une conséquence justement sur l'évolution du chercheur. Sans fonds, c'est difficile de poursuivre un projet, publier tes résultats, participer à des conférences, faire de la recherche, obtenir un poste académique. Donc encore une fois, c'est un peu peut-être différent en France parce qu'une fois que tu as obtenu ton poste de chercheur ou de maître de conf, tu es fixé. Mais avant cela, en tout cas aux Pays-Bas, c'est très important d'obtenir des financements. Je suis en train de me renseigner pour comprendre comment ça fonctionne en France. Est-ce que un jeune postdoc ou jeune doctorant peut déjà rédiger des financements? Donc si tu es dans cette situation, réponds, dis-moi justement. Est-ce que tu peux postuler déjà à des financements autres que juste le financement de ton doctorat, mais aussi justement des financements de projets? Tu as une idée, tu veux la faire financer. Est-ce qu'en étant postdoc ou doctorant, tu peux déjà le faire? Il y a certains financements pour les postdocs. Donc c'est par exemple 1 ou 2 ans de postdoc pour ton salaire. Mais je me demande justement à quel point tu peux le faire davantage. Et du coup, bien sûr, cela ajoute une pression psychologique et un stress. Parce que tu vas vouloir chercher partout, où postuler, où trouver les bonnes opportunités. Tu vas toujours être un peu en alerte pour être sûr de ne rien louper. Et cela peut te fatiguer mentalement, ça peut être démotivant. Et c'est pour cela qu'il faut développer une grande résilience dans le monde académique. Tu vas aussi dépendre des priorités politiques, parce que certains projets seront favorisés selon les moments. L'IA, médecine de précision, le climat par exemple, ou justement en ce moment, ce serait plutôt l'inverse, tout ce qui est climat, LGBT, tout ça par exemple aux États-Unis est mis de côté. Et du coup, à tout ça, il y a beaucoup de financement pour la recherche, mais c'est difficile dans un premier temps, lorsque tu arrives dans ce monde, de savoir quel financement obtenir, quel financement existe, avec les industries, avec l'Europe, avec les bourses privées, les fondations, les subventions gouvernementales, etc. Il y a énormément de financement au final. Mais c'est difficile de savoir pour lesquels tu peux postuler, savoir lesquels obtenir, trouver ces financements. Par exemple, tu as Erika Dupont qui connaît très bien tout ce qui est financement dans le domaine sciences humaines et sociales. Et du coup, elle te dira que tout ce type de financement spécifiquement pour les justement sciences humaines et sociales. Mais c'est génial ça d'avoir quelqu'un qui sait exactement tous les financements qui existent pour ce domaine et elle peut te dire ok, postule à ça, postule à ça. Parce que c'est justement quelque chose qui peut être compliqué. Dans mon université, on a justement le Grant Office, donc le bureau qui t'aide en gros, qui t'assiste lorsque tu veux postuler à des financements. Et ils peuvent te dire, oh, tu peux essayer celui-là, tu peux essayer celui-là. Donc ils connaissent tous ces financements qui existent. Et ils connaissent ta situation, ils peuvent voir lesquels sont adaptés à ton niveau, à ton parcours. Mais il faut réussir à ne pas se disperser. Il y en a tellement que tu peux justement te retrouver à faire plein de projets moyens. Et en fait, le problème quand tu fais plein de projets moyens, c'est qu'aucun ne sera accepté probablement. Parce qu'ils sont moyens. Il faut vraiment investir le temps supplémentaire sur un projet, le rendre excellent. C'est vraiment la clé, c'est rendre un projet excellent. Et essayer d'obtenir le financement pour ce projet. Et après, tu peux peut-être le réutiliser pour des projets, pour d'autres demandes de financement. Donc, conseil pratique, développe un réseau solide, c'est important, parce que si tu as un bon réseau, tu vas pouvoir développer des collaborations, tu pourras échanger des idées, tu auras des autres opportunités qui vont s'amener à toi. Et tout cela, c'est génial parce que tu vas pouvoir... ça va t'ouvrir des portes en fait. Tu sauras à quel financement postuler, tu auras des teams, des équipes pour postuler à ces financements. Développe tes compétences en rédaction de subventions. Oui, t'es obligé. C'est un monde différent de la rédaction d'articles scientifiques. Donc apprends à rédiger. J'ai un livre que tu peux trouver sur Amazon, dans lequel justement je partage comment j'ai appris à rédiger, comment je rédige des demandes de financement. Tu peux avoir le Kindle pour 10 €. Si tu veux en format broché, il est à 26 €. Et en gros, on parle de comment créer ton projet de recherche, passer de l'idée au financement réussi. Et dans ce livre, je te donne toute la théorie, je te montre des exemples pratiques de ce que j'ai rédigé pour t'aider justement à comprendre
comment rédiger un projet de recherche. Donc si tu as envie d'améliorer tes compétences en rédaction, bah c'est génial, fais cela. Sois persévérant et adaptable. Donc bien sûr, c'est très probable que tes financements soient refusés. J'en ai eu des refusés, j'en aurai encore. Mais il faut être résilient. Il faut accepter que ça fait partie du jeu et il faut persister. Essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et retenter l'année d'après. Explore diverses sources de financement. Essaie de... Par exemple, pour Alzheimer, tu as des financements spécifiques Alzheimer. Pour maladie psychiatrique, tu as des financements spécifiques maladie psychiatrique, etc. Planifier à long terme, ça peut être long. Et c'est très long, ça prend du temps de rédiger un bon projet, donc il faut anticiper. Obtiens des retours avant la soumission. Sollicite des commentaires de tout ce que tu as fait. Demande un maximum d'aide. De qui? De personnes directement impliquées par les résultats de ton étude, de ton projet. De personnes qui pourraient t'aider à améliorer le projet. De tes superviseurs, de collègues. En gros, tu veux demander à une grande variété de personnes un retour sur ton projet pour le rendre le plus clair possible et le plus impactant possible. Donc gère efficacement ton temps et tes ressources. Tu n'as pas un temps illimité, donc tu dois réussir justement à prioriser ce sur quoi tu dois te concentrer dans ton projet de recherche. Et reste informé des tendances et des priorités de financement. Considère les échecs comme une opportunité d'apprentissage et maintiens une vision claire sur tes objectifs. Bien sûr, obtenir des financements c'est intéressant, mais il faut que ça ait un lien avec tes objectifs de recherche. Que veux-tu rechercher? Et ainsi, une fois que tu as défini ce que tu veux rechercher, tu vas pouvoir définir quel type de financement tu vas vouloir obtenir. Sur ce, tu peux justement rejoindre mon programme, créer votre projet de recherche et le financement, soit le livre, soit le programme directement. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.